Alors, on va parler un petit peu de cancer HPV et radiothérapie. C'est une diapo que vous avez dû voir précédemment avec la distribution des types de cancers liés à HPV, et on va s'intéresser plus particulièrement aux cancers qu'on traite en radiothérapie, c'est-à-dire les cancers ORL, dont on vient de vous parler, le cancer du col de l'utérus, avec tout l'exposé sur la vaccination, sur le frottis, et ensuite les cancers de l'anus, qui sont un petit peu méconnus, mais dont l'incidence est en nette augmentation et qu'on voit de plus en plus dans notre pratique clinique quotidienne. Les autres cancers, c'est-à-dire le cancer de la verge, le cancer du vagin, le cancer de la vulve, c'est plus anecdotique, avec c'est quand même beaucoup plus rare, on en voit moins dans notre pratique clinique, et c'est souvent un traitement plus multimodal avec les chirurgiens, radiothérapeutes et oncologues. Alors avant de parler de radiothérapie, il faut que je vous explique un petit peu en quoi ça consiste. Alors quand on parle de radiothérapie, on parle souvent de radiothérapie externe, c'est-à-dire à l'aide d'accélérateurs de particules. C'est la machine que vous voyez sur la diapo. On dirige sur la tumeur ces particules qu'on va accélérer pour détruire les cellules cancéreuses, tout en essayant de préserver les organes qui sont situés juste à côté. Donc les effets secondaires liés à la radiothérapie dépendent de la zone qu'on va irradier, donc on ne peut pas généraliser, ça dépend vraiment du site irradié et des organes qui sont situés juste à côté. Donc ça c'est un accélérateur typique, c'est juste pour vous expliquer en quoi ça consiste. Donc le patient arrive, il est dans une salle d'attente, on l'emmène dans une salle où il va être seul, mais il peut communiquer par l'intermédiaire d'une vidéo et par un interphone avec les manipulateurs en électroradiologie qui s'occupent de délivrer le traitement qui a été décidé par le médecin conjointement avec l'équipe de physique médicale qui est là pour élaborer les plans de traitement. Donc c'est vraiment une collaboration multidisciplinaire avec plein d'acteurs qui sont impliqués dans le cadre des services de radiothérapie. Juste avant de traiter le patient, on fait une imagerie embarquée, c'est-à-dire qu'on fait une sorte de scanner ou une radio pour être sûr, juste avant la séance, avant de délivrer le traitement, que ce qu'on a calculé correspond bien à l'image que l'on va traiter aujourd'hui, c'est-à-dire vérifier que les volumes sont à la bonne place, que la métastase n'a pas grossi, par exemple, et on fait ces contrôles avant chaque séance, avant de traiter les patients. Là, vous voyez la flèche orange, c'est ce qu'on appelle l'accélérateur de particules, où donc les photons, les électrons ou les protons vont être accélérés pour aller se diriger vers la tumeur. En routine, on accélère ce qu'on appelle les électrons et les photons. Vous avez peut-être entendu parler de la protonthérapie, où on accélère des particules qui s'appellent les protons, qui sont réservées principalement aux tumeurs de l'enfant à l'heure actuelle et qui sont à l'étude sur la cancérologie, on va dire, de routine, mais pas en pratique à l'heure actuelle. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle un collimateur multilame, c'est-à-dire que c'est une sorte de boîte qui va permettre de moduler la dose de radiothérapie pour qu'elle épouse le plus possible la forme de la tumeur et la forme de l'organe que l'on veut traiter. Avant, c'était une sorte de boîte, on ne pouvait pas faire dans la finesse. Maintenant, les techniques de radiothérapie moderne nous permettent justement de moduler le plus possible la dose pour épargner les zones qui sont situées sur le côté. La séance, elle est indolore, le patient ne ressent rien pendant la séance de radiothérapie, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de bruit, il ne se passe strictement rien, et c'est la machine qui va tourner autour du patient, qui lui est allongé sur un plan dur, avec éventuellement des moyens de contention. C'est-à-dire qu'on va avoir des positions particulières, avec des sortes de coussins, pour l'aider à rester immobile pendant la séance, ou pour les cancers de la tête et du cou ou du cerveau, ce qu'on appelle un masque thermoformé, pour justement qu'il soit repositionné parfaitement pareil pour chaque séance. La séance, elle dure généralement 5 minutes, donc c'est très rapide. Elle peut durer plus longtemps quand c'est une radiothérapie à très forte dose sur un tout petit volume, où là, il faut être immobilisé 20 à 30 minutes. Mais il y a moins de séances. Le patient est donc seul, il n'a pas le droit d'avoir un accompagnant, parce que les particules sont radioactives, donc il doit être obligatoirement seul dans la pièce et rester bien sûr immobile, vous l'avez compris. Comment est-ce qu'on repositionne les patients pour les mettre vraiment dans la même position pour chaque séance? Des fois, il peut y avoir jusqu'à 2 mois de traitement avec des séances tous les jours, du lundi au vendredi. Donc il faut qu'on soit absolument reproductible. On fait des fois des petits points de tatouage sur la peau qui s'en vont généralement, qui s'effacent au bout d'un an.
en fonction du type d'encre qu'on va utiliser. Et là, vous voyez, c'est un exemple de masque thermoformé qu'on utilise pour les patients qui ont un cancer du cerveau ou un cancer ORL ou une tumeur du rachis supérieur. Donc c'est assez impressionnant, mais généralement les patients arrivent à s'habituer en travaillant autour du port du masque, en proposant aussi des médicaments pour les aider à se détendre avant de faire la séance de radiothérapie, et bien sûr l'accompagnement avec les manipulateurs qui ont l'habitude et qui sont très bienveillants avec les patients pour que ça se passe au mieux. La radiothérapie, les images que vous voyez en haut, c'était la radiothérapie d'avant, c'est-à-dire qu'il y avait, c'était moins dans la finesse. Et la radiothérapie de maintenant, c'est l'image que vous voyez juste en dessous. Là, c'est une radiothérapie prostate où on arrive à épargner donc, les organes qui sont autour, par exemple là, le rectum, les têtes fémorales ou encore la vessie. On fait vraiment dans la sculpture, entre guillemets, et il y a de plus en plus de développement moderne pour arriver à peut-être un jour la perfection. Donc, je vais parler un petit peu des cancers ORL, je ne vais pas refaire le topo du docteur Rivecchio. On s'intéresse donc au cancer de l'oropharynx, qui lui est lié au papillomavirus et pas aux autres structures ORL. Il faut savoir qu'on a de la chance en radiothérapie parce que les cancers liés au papillomavirus sont des tumeurs qui sont très radiosensibles, c'est-à-dire qu'elles répondent très bien à la radiothérapie et ça en fait donc un traitement au choix pour les cancers du col de l'utérus, les cancers du canal anal et les cancers de la sphère des VADS. Là, vous voyez, c'est un manipulateur qui positionne une patiente, alors là c'est sur le scanner de repérage, qui positionne la patiente avec le masque, et donc la patiente va être immobilisée pour chaque séance pendant 2 à 5 minutes. Comment est-ce que ça se passe en pratique? Nous, en fait, on fait des images et on utilise tout le dossier du patient, c'est-à-dire le PET scan, le PET scanner, l'IRM, le scanner qui a été demandé par le chirurgien ORL, par exemple, pour justement arriver à délimiter le mieux possible où se situe la maladie et augmenter la dose au niveau des ganglions qui sont pathologiques ou de la tumeur qui est pathologique, tout en prenant en compte en fait des marges et en irradiant une surface un petit peu plus importante parce qu'il y a aussi la maladie qu'on ne voit pas, la maladie au niveau cellulaire qu'on ne peut pas identifier sur tous les examens d'imagerie. Donc il y a un gros travail de préparation. C'est pour ça qu'avant de débuter une radiothérapie, ça ne se fait jamais en 24-48 heures. Il y a toujours un délai nécessaire de préparation et de calcul de la dose avec toute une équipe de physique médicale derrière. Et ça, vous voyez, c'est un plan de traitement pour une radiothérapie d'un cancer ORL. Donc on traite une très grande surface, on traite à peu près d'ici à ici, en fonction de l'envahissement ganglionnaire, avec une dose qui va être très élevée à certains endroits et moins élevée à d'autres endroits. Tout ça en essayant de préserver tous les organes qui se situent autour. Et vous l'avez compris, pour les cancers ORL, c'est compliqué, parce qu'il y a beaucoup d'organes autour qui nous sont essentiels, et c'est difficile de traiter la tumeur, rien que la tumeur, tout en évitant tout ce qui est à côté dans une si petite surface. Les cancers ORL, il y a donc 7 semaines de traitement, donc 35 séances tous les jours. Le patient vient tous les jours du lundi au vendredi. Ça peut être sur la tumeur qui est en place ou après le passage du chirurgien. On adjoint dans certains cas, dès qu'il y a une tumeur assez avancée, la chimiothérapie toutes les semaines ou toutes les 3 semaines. Et les effets secondaires liés au rayon vont apparaître progressivement. Les 2 premières semaines de traitement, généralement, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas ou peu d'effets secondaires. Et c'est à partir de la 3e, 4e semaine que les effets secondaires apparaissent de façon plus ou moins importante en fonction de la localisation et de notre sensibilité individuelle à la radiothérapie. Le médecin est là pour voir toutes les semaines les patients et pour vérifier la bonne tolérance et pour adapter éventuellement en proposant tout ce qui soit un support dont on vous a parlé, la photobiomodulation, l'accompagnement diététique, psychologique, etc. Ce qui est difficile dans la radiothérapie des cancers ORL, même si ça fonctionne très bien, c'est la tolérance du traitement, parce que c'est une zone qui est hyper fonctionnelle. On mange, on parle et on respire avec les VADS. Donc, il y a une répercussion de la radiothérapie au niveau de la déglutition, de la salive, qui va être de moins bonne qualité, du goût des aliments, avec des patients qui n'arrivent pas à discriminer le salé, le sucré, et donc ça induit bien sûr une perte de poids. Et qui dit perte de poids dit dénutrition et complications éventuelles pendant le traitement.
sur la voie également en fonction de l'azote qu'on va irradier, une toxicité également au niveau de la peau et des muqueuses, c'est-à-dire l'intérieur de la bouche avec les aftes dont on vous a parlé précédemment. Les dents aussi avec des bilans dentaires systématiques et une fatigue bien sûr qui est générée par le traitement. Bien sûr, tout ça, ça repose sur une collaboration entre le médecin ORL, le dentiste et la diététicienne, tous les soins supports qui peuvent accompagner le patient, ne serait-ce que pour le port du masque par exemple. Les patients qui sont claustrophobes, des fois c'est souvent très compliqué, et donc il faut faire intervenir tous les acteurs autour de la prise en charge oncologique pour mener à bien le traitement. C'est juste une courbe de survie des cancers ORL, on vous l'a dit précédemment, mais pour les cancers liés au papillomavirus qui sont localisés, donc quand il n'y a pas de maladie ailleurs, il y a des excellents taux de survie qui sont compris entre 80 et 90% à 5 ans, ce qui est une très bonne nouvelle. Et après, l'après-radiothérapie, l'après-cancer, on vous en a parlé plus tôt, c'est tout aussi important. Il y a une réhabilitation qui est longue, c'est-à-dire qu'on va finir le traitement, mais pour autant, le chemin vers la guérison et vers l'état antérieur est long, avec un apprentissage pour manger à nouveau comme avant, pour reprendre une vie sociale et professionnelle, parce que c'est aussi des patients jeunes qu'on rencontre qui ont 40, 50, 60 ans, qui ont une activité professionnelle, qui sont obligés de mettre en pause pendant les séances de radiothérapie, et qu'on doit également aider pour la suite, pour la reprise d'une vie normale. Arrêt du tabac et de l'alcool, c'est pas parce qu'on a un cancer HPV qu'il n'y a pas une intoxication par le tabac et par l'alcool à côté, donc ça il faut vraiment faire attention. Et on rencontre des patients qui sont infectés par HPV, qui ont une intoxication tabagique et alcoolique, et donc dans ces cas-là, ils ont tous les cofacteurs pour développer le cancer ORL. Il faut jouer là-dessus également. Les soins dentaires avec la collaboration avec le dentiste et surtout le suivi, on vous l'a dit, qui est très rapproché pendant les 5 années qui suivent la fin du traitement. Maintenant, les cancers du col de l'utérus qui touchent la femme, vous voyez ici cette zone délimitée, donc c'est la partie terminale du vagin, juste avant la cavité utérine. C'est le 4e cancer de la femme. L'importance du dépistage, on vous en a parlé avec le frottis cervico-utérin qui a drastiquement diminué l'incidence de ces types de cancers dans les pays occidentalisés, ce qui n'est pas le cas des pays en voie de développement, avec une incidence beaucoup plus importante des cancers de col de l'utérus et souvent à des stades beaucoup plus avancés. 95% de ces cancers sont liés au papillomavirus, ce qui justifie le dépistage actuellement en place. Les symptômes, c'est des douleurs ou des saignements pendant ou après les rapports. Et ensuite, quand il y a un envahissement d'organes, ça peut être des difficultés pour aller à la selle, pour aller uriner. Pour les tout petits stades, on peut proposer une chirurgie, mais souvent à un stade avancé, ce qui est souvent le cas parce que la tumeur grossit de façon un petit peu insidieuse et elle ne déclenche pas les symptômes tout de suite. Contrairement au cancer de la gorge, où si on a un ganglion, on le voit tout de suite. Là, le cancer du col, on n'a pas automatiquement des symptômes, donc on rencontre quand même beaucoup de dames qui ont une maladie qui est déjà évoluée, dès lors qu'il y a un suivi gynécologique un petit peu retardé, ou on va dire un petit peu plus lâche. Voilà. Pour ces patientes-là, c'est donc la majorité des patientes, le traitement repose sur l'association de radiothérapie, de chimiothérapie et de curithérapie, qui est une variante de la radiothérapie. C'est 25 séances tous les jours, donc sauf le week-end, chimiothérapie toutes les semaines, et pareil, les effets secondaires vont apparaître progressivement. Il y a une problématique également, c'est la femme jeune, c'est-à-dire que c'est un cancer qui touche parfois des patients très jeunes, 25, 30, 35 ans. Le problème de toute la sexualité et la réadaptation après, parce qu'en fait, ce qu'on va irradier, c'est l'utérus, c'est le col et c'est le vagin, avec une problématique qui est très importante derrière. Et le problème aussi de la grossesse, parce que ces patientes qui auront une irradiation pour un cancer du col de l'utérus ne pourront jamais porter un enfant. Donc il y a toute la problématique autour de l'oncofertilité et de comment préserver, comment essayer d'aider les dames qui n'ont malheureusement pas encore eu un enfant et qui ont un désir, qui avaient un désir d'enfant. Donc c'est une patientèle un petit peu particulière et ça nécessite une prise en charge vraiment multidisciplinaire avec les gynécologues,
les médecins qui font l'oncofertilité, la sexologue que vous avez vu tout à l'heure. Donc ça, c'est un plan de traitement pour un cancer du col de l'utérus, où on va traiter les ganglions qui sont la voie de drainage principale du cancer du col, à l'intérieur du pelvis, et donc tout l'utérus, une grande partie du vagin et la zone du col. C'est un traitement qui est toxique, parce que vous le comprenez, il y a les anses digestives qui sont situées juste à côté, avec donc une toxicité digestive, une toxicité au niveau du rectum, au niveau du vagin, il y a une grosse inflammation également à ce niveau-là, qui va augmenter progressivement au fil du temps. Une fois qu'on a terminé cette première partie de rayons et de chimiothérapie, on fait une deuxième partie qui s'appelle la curithérapie, qui est recommandée de façon nationale pour traiter les cancers du col, qui nous permet en fait d'augmenter la dose vraiment localement au contact de la tumeur. La curithérapie, c'est de la radiothérapie dite interne, qu'on peut proposer qu'aux tumeurs qui sont accessibles de l'extérieur, c'est donc les cavités, on peut le faire dans le cancer ORL, mais surtout les cancers de l'anus et les cancers du col de l'utérus. En fait, on met une sorte d'applicateur à l'intérieur du vagin, après avoir endormi la patiente, et on l'hospitalise pendant quelques jours. Ce gros applicateur va être connecté à une machine, où il va y avoir une source radioactive qui va sortir et qui va aller traiter la tumeur dans sa totalité. Pourquoi est-ce qu'on propose ce type de radiothérapie qui a l'air un petit peu barbare comme ça? Parce que c'est la meilleure façon d'augmenter la dose vraiment localement au contact de la tumeur. Si on le faisait avec la radiothérapie externe, on ferait probablement plus de dégâts, alors que là, on est vraiment en contact et c'est tout l'avantage de travailler avec une cavité. Le cancer du col de l'utérus, c'est un cancer pronostic intermédiaire, c'est-à-dire qu'on arrive bien sûr à guérir bon nombre de patientes, mais quand on est à un stade vraiment localement avancé, important, ou à un stade métastatique, le pronostic est beaucoup plus sombre, ou alors avec un délabrement fonctionnel assez important, d'où l'importance du dépistage et du diagnostic à un stade précoce. Heureusement qu'on arrive à faire de plus en plus avec tous les moyens mis en œuvre. La réhabilitation sexuelle qui est centrale, surtout alors à tout âge, que ce soit à 60 ou à 25 ans, mais qui est très importante avec un suivi des séances de kinésithérapie et toute une prise en charge après cancer. Et surtout la gestion de toxicité à long terme chez des patients jeunes. Quand on a un cancer à 80 ans, on n'aura pas les mêmes problématiques qu'une dame qui a 25 ans avec des toxicités qui vont subsister bien sûr plus longtemps. Et enfin, la dernière partie, les cancers du canal anal ou les cancers de l'anus, qui sont probablement l'entité la moins connue de ce topo. C'est un cancer qui est identifié comme rare initialement, mais dont l'incidence est en drastique augmentation, c'est-à-dire que nous, ça fait vraiment partie de notre pratique clinique quotidienne, on en voit très souvent. Ça cible principalement une population à risque, c'est-à-dire les patients qui sont immunodéprimés, les patients qui ont des rapports anneaux, et bien sûr toute la population infectée par HPV. Si on a un cancer du col de l'utérus lié à HPV, on a plus de chances d'avoir un cancer de l'anus qu'un patient lambda. Heureusement, ces tumeurs sont souvent localisées, c'est-à-dire que pour 85% d'entre elles, on les diagnostique à un cancer à un stade localisé sans métastase à distance. Donc c'est des tumeurs qu'on voit assez souvent. Les symptômes sont assez généralistes, ce qui rend un petit peu compliqué le diagnostic. Et souvent on pense à tort à des hémorroïdes. Ça peut être des douleurs anales, des saignements, des troubles du transit. Donc c'est des symptômes qui peuvent correspondre à tout et n'importe quoi, ce qui complique un petit peu le diagnostic souvent. Et donc il n'y a pas de dépistage, vous l'avez compris. Pour les cancers de l'anus, le traitement, tout simplement pas la chirurgie, parce que si on enlève l'anus, il n'y a plus de fonctionnalité, et donc on est obligé de mettre une poche, ce qu'on appelle une stomie, à vie. Donc le traitement est conservateur autant que possible, et c'est pour ça qu'on propose la radiothérapie avec la chimiothérapie, ce qui nous permet de préserver la fonction d'organes, ce qui n'est pas possible avec une chirurgie radicale, sauf dans des tout petits stades. C'est 25 à 35 séances, donc tous les jours, avec une chimiothérapie à la première et à la 5e semaine de traitement. C'est une zone qui est hyper fonctionnelle, vous l'avez compris, avec un inconfort qui peut être très important pendant le traitement. Là, vous voyez, c'est un champ de radiothérapie, donc on traite
à nouveau les ganglions, tout l'anus, une grande partie du rectum, donc un inconfort digestif qui est majeur, les patients qui ont des douleurs pour aller à la selle, des douleurs au niveau de la peau, parce que la peau est très fine, dans cette zone-là, elle est juste à côté de l'anus, on traite le périnée, on traite les aires inguinales, donc il y a une toxicité au niveau de la peau qui peut être très impressionnante pour les patients et assez inconfortable. Il y a une toxicité également au niveau du vagin. Il faut savoir que le vagin est collé à l'anus. Il y a seulement une fine cloison qui permet de les séparer. Et donc, il y a une toxicité également à ce niveau-là. Et c'est un enjeu de plus pour les femmes qu'on va traiter pour la réhabilitation future. Heureusement, le pronostic est bon. Il y a peu de récidives. Pour les petits stades, on va dire que c'est moins de 10%. Pour les stades plus avancés, 30%. Et on peut rattraper ces patients-là en les opérant. Mais dans ces cas-là, on enlève l'anus. Et c'est la sanction de la poche. Néanmoins, c'est une radiothérapie avec des conséquences fonctionnelles assez importantes, une nécessité de rééducation anale et vaginale. Il y a des patients qui vont très bien récupérer dans les suites de l'irradiation. Il y a des patientes qui vont avoir du mal à récupérer une continence normale, avec du coup des conséquences sociales qui peuvent être bien sûr très importantes. Au total, radiothérapie et cancer HPV, ce sont des pathologies qui le traitent très bien, avec des traitements qui sont lourds, d'où l'intérêt de la collaboration médicale, des soins de support qui ont vraiment une place centrale pour aider les patients à surmonter cette étape de leur vie, avec, vous l'avez compris, les diététiciennes, les nutritionnistes, le soutien psychologique, la méditation en pleine conscience, les séances de réflexologie, d'acupuncture, d'hypnose, tout ce qui peut nous aider, le soutien médical, les traitements médicamenteux par défaut il en faut, avec heureusement des progrès techniques qui sont considérables en radiothérapie. La radiothérapie d'aujourd'hui n'est certainement pas la radiothérapie d'hier, avec vraiment une précision de plus en plus importante, des traitements qui sont de plus en plus rapides et toujours des nouvelles technologies qui arrivent dans les années à venir. Voilà. Merci.